À quoi ressemblerait ta crèche si tu pouvais t'entourer des meilleurs? Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant les 15 dernières années, de la crèche collective associative à la micro-crèche privée, j'ai tout expérimenté. La petite enfance est un métier à forte contrainte, mais aussi à forte valeur ajoutée. Avec les meilleurs psys, pédiatres, directeurs pédagogiques et les meilleures formations, j'ai pu développer la qualité d'accueil et la qualité de vie au travail. Alors si toi aussi tu es motivé par la qualité, bienvenue dans Référence Petite Enfance, bienvenue dans ton podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur Référence Petite Enfance. Aujourd'hui, on accueille Thomas Saillard, qui est chef d'entreprise depuis 11 ans chez Innov & Co. Bonjour Thomas. Bonjour. Avec plaisir, on est ravis de t'accueillir pour parler de ce sujet, un sujet vraiment touchy, l'embauche des salariés handicapés. Alors, est-ce que tu peux me dire en 2 mots qui tu es et ce que tu fais chez Innov & Co? Donc moi je suis Thomas, je suis autiste et j'ai créé un établissement social pour aider les personnes comme moi qui avaient des difficultés à s'insérer dans le monde du travail ou à trouver la place qui correspondait à leur diplôme, à bien y arriver en cherchant des clients qui voulaient faire de l'inclusion, qui ne savaient pas forcément comment faire, pour les accompagner à bien réfléchir sur comment améliorer leur politique handicap, leur politique inclusion, dans le but de permettre ce retour à l'emploi et donc bénéficier d'un bassin d'emploi, d'un bassin de compétences qui est souvent mis de côté, souvent délaissé, alors que des personnes qui sont handicapées comme moi, très motivées, qui ont envie de faire le meilleur, il y en a énormément. Oui, ça peut être une opportunité en fait. Toi, ce que tu veux, c'est valoriser cette manne de salariés disponibles et essayer d'en faire, une opportunité plutôt qu'un poids et ça fait 11 ans que tu fais ça. J'imagine tu dis tout de suite: «Bah, moi, je suis autiste», donc j'imagine qu'en fait, c'est ta première motivation, ça a été ton vécu. Comment tu as vécu en fait, ton démarrage de vie d'adulte, et d'accès au monde du travail? Puisque tu es ingénieur, je crois, donc tu as quand même fait des études, assez importantes. Mon handicap, depuis ma naissance, c'est une souffrance que l'on subit moins quand on est à l'école, puisque, à l'école, on ne fait qu'écouter et puis ensuite, répondre aux questions qu'on vous pose. Dans le monde du travail, il y a souvent, des choses, qui partent, dans tous les sens. On vous demande d'être multitâche, de s'adapter à tout type de personnes, à avoir de la pression, du stress, des délais serrés, des vous accumulez beaucoup de fatigue. C'est un environnement qui est beaucoup plus compliqué que les études, que le monde du travail. Pour moi, ça a été un enfer. Ça a été un enfer aussi parce que, mes supérieurs, mes managers ne savaient pas, hein, comment, me rendre la tâche plus facile puisqu'ils étaient dans un process, classique où, finalement ils reproduisaient ce qu'ils avaient eux-mêmes vécu, quand ils étaient à ma place. Mais ça, quand vous êtes handicapé, ben, vous avez des difficultés, à peut-être, occuper la place, de quelqu'un qui n'est pas handicapé et souvent ce qu'on dit, maintenant, c'est que, il faut des adaptations. Les adaptations, c'est pas forcément, du matériel, ça peut être, des comportements et c'est souvent ça, en fait, qui est précieux pour C'est nous. c'est ça qui a été difficile, en fait, pour toi, ce que ton vécu, ce que tu dis, c'est qu'en fait, au moment où tu arrives dans le monde du travail, ce qui est difficile, c'est pas le travail en lui-même, mais c'est vraiment les interactions sociales, un environnement un peu fou, tout part dans tous les sens, C'est surtout, en fait, la volonté d'un manager de se dire: «Bon, bah, voilà, ça, je sais pas forcément bien comment m'y prendre, avec Thomas, mais j'ai envie de construire quelque chose, j'ai envie d'écrire une belle histoire, j'ai envie de l'inclure, dans mon équipe» et ça, c'est vrai que, je ne l'ai pas connu. Ouais, c'est tout part de là, en fait. C'est, j'ai envie d'inclure cette personne dans mon équipe. Après, on se débrouille pour trouver les solutions et c'est ça que tu pas connu. Bon, c'était il y a quand même, un moment déjà, donc Ça fait une quinzaine d'années qui s'est répété. Moi, j'ai compensé, en essayant de m'adapter au maximum avec beaucoup de médicaments, beaucoup de prendre sur soi, de souffrir en silence. Mais c'est pas une vie. C'est pas une vie parce que, on fait que souffrir. Alors qu'en fait, les choses pourraient être beaucoup plus simples si, les paroles étaient beaucoup plus transparentes, beaucoup plus libres.
Aujourd'hui, on en parle, mais à l'époque, en plus, on n'en parlait pas tellement. On n'en parlait pas. Et donc, c'est ça qui a été le déclencheur pour toi. C'est là que tu t'es dit, bah, moi, je vais changer de vie. C'est ça. Et puis il y a 15 ans, l'autisme, vous aviez l'autisme sévère, de personnes qui sont très handicapées, qui ne peuvent pas parler. Mais l'autisme, on va dire plus léger ou modéré, ça n'existait pas. Oui, personne s'en rendait compte. Et tout se confondait. La schizophrénie, la bipolarité. C'est encore difficile de mettre des mots sur des handicaps psychiques, des handicaps mentaux, parce qu'aujourd'hui, même par exemple la détection de l'autisme, c'est pas un test ADN, c'est pas un test du sang, c'est une observation. C'est une observation de comportement. Ça veut dire que aujourd'hui, les médecins réfléchissent à comprendre mieux en fait toutes ces maladies qui n'étaient pas répertoriées comme des maladies pour finalement nous permettre dans nos troubles du neurodéveloppement de pouvoir être mieux considérés et qu'il y ait une inclusion qui soit facilitée dans la vie. Comment ça s'est passé? Tu t'as quitté l'entreprise, tu t'es dit, allez, moi, je vais monter ma boîte. Enfin, comment ça s'est passé cette transition vers l'entrepreneuriat? Je suis dans une famille où on a toujours été à notre compte, parents, grands-parents. Moi, je viens d'une famille agricole, paysanne. Entreprendre, c'est normal. Ne pas entreprendre, c'est pas normal. C'est notre façon de voir les choses. Nous, dans la famille, il y a personne qui a jamais eu de contrat CDD, intérim, CDI. On a toujours travaillé à notre compte. Donc c'était finalement pour moi normal de faire un peu comme les autres. Maintenant, je pensais qu'il fallait acquérir un certain nombre de compétences, mais je me rends compte que finalement, moi aujourd'hui, j'ai appris beaucoup plus par moi-même en étant à mon compte en étant salarié, puisqu'en étant salarié, souvent, vous avez une liste de missions, une liste de tâches avec une liste d'objectifs, et vous sortez rarement de ce cadre. Tandis que quand vous vous lancez, en fait, vous faites tout, en fait. Et donc, pour moi, ça a été naturel de suivre ce chemin que depuis mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, tout le monde faisait comme ça. Donc, tu entreprends, donc c'était il y a 11 ans. Tout de suite, tu as cette idée d'Innovanco, c'est-à-dire de mettre à disposition des entreprises des salariés qui sont porteurs de handicap. Bah, j'avais commencé à travailler un petit peu dans l'économie sociale et solidaire, plutôt dans l'insertion de personnes éloignées de l'emploi. Et je me suis rendu compte que les besoins sur tous les territoires étaient énormes, qu'il y avait beaucoup de gens qui rentraient ni dans les chiffres de Pôle emploi, ni dans les chiffres du RSA, et que finalement c'était un peu les laissés pour compte de la société qui étaient invisibles, qui ne coûtaient rien, mais qu'on ne considérait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu penses qu'il y a un énorme pool en fait, de personnes disponibles pour travailler qui ne sont pas visibles, à l'heure où tout le monde se plaint du manque de personnel dans les établissements, surtout dans le care et enfin, nous, dans les crèches typiquement. Dans les 3 derniers démarrages qu'on a fait là, les 3 elles n'étaient inscrits ni à France Travail, ni au RSA, ils ne touchaient rien. 3 personnes, et des personnes qui candidatent chez nous, il y en a des dizaines tous les jours. Des personnes qui sont très motivées pour travailler et peu importe les horaires, peu importe le travail. Donnez-moi ma chance et je serai disponible. Pour reprendre un petit peu pour les auditeurs le principe de cette embauche de salariés handicapés, tu vas me corriger si je me trompe. En France, on a l'obligation d'embaucher des travailleurs handicapés. On doit faire une déclaration tous les mois qui s'appelle la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés. Donc le nom barbare DOETH. Ça, souvent les entrepreneurs s'en rendent pas compte, mais c'est le comptable qui l'envoie directement avec les déclarations sociales tous les mois. Et donc, quand on franchit un seuil de 20 salariés, puisqu'il y a une tolérance jusqu'à 20 salariés, mais ensuite, à partir de 20 salariés, on doit avoir ces travailleurs handicapés, donc à raison de 6% de notre effectif, c'est-à-dire que si tu as 20 salariés, tu dois avoir un salarié handicapé. Alors après, quand tu dépasses 20 salariés, tu restes à un handicapé jusqu'à, je crois, 34 salariés, d'après mes calculs, puisqu'en fait, tu fais un arrondi vers le bas, donc entre 20 et 34 salariés, les 6%, ça fait moins de 2, donc du coup, c'est un salarié. Et quand tu dépasses 34 salariés, tu dois avoir 2 personnes, et ainsi de suite. En fait, ça doit rester toujours 6%. Je sais aussi qu'il y a une tolérance pendant 5 ans, c'est-à-dire que tant que tu es dans les 5 premières années, tu ne payes pas encore cette taxe.
Et passé 5 ans, là, par contre, la note est salée. En plus, il peut y avoir aussi des surcontributions qui sont un peu des pénalités pour augmenter encore l'incitation à embaucher des salariés handicapés. Donc, Les règles, elles sont simples, c'est à partir de 20 salariés, on a des obligations qui effectivement sont peu visibles, qui coûtent cher, qui sont généralement traitées par les cabinets comptables. on s'en rend pas toujours compte, hein. Enfin, moi, j'en étais pas du tout On s'en rend consciente. pas du tout compte. Et le jour où en fait j'ai compris, ça a été un peu un coup de massue parce qu'un jour je reçois un avis de taxation de plus de 30 000 euros et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était pas dans mon budget. Qu'est-ce qui se passe? Je vais devoir payer 30 000 euros. C'est un peu du jour au lendemain comme ça, bim. Et en fait c'était trop tard quoi. Clairement, quand je l'ai reçu, je me suis mise à chercher, à me dire mais attends, mais moi je peux embaucher quelqu'un, il y a pas de problème et tout. Sauf qu'en fait ça se fait pas comme ça. Et puis, il faut aussi pouvoir intégrer et inclure, la personne qu'on embauche. Il suffit pas juste de le faire en se disant: «Bah, je veux pas payer la taxe». En fait, il y a quand même une démarche. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Dis-moi un peu. C'est une taxe, enfin, ça nous tombe dessus, ça met en difficulté beaucoup d'entreprises. On peut certaines fois négocier le report des échéances de paiement, mais c'est vrai que c'est comme toute taxe, c'est un coup de massue qui vous arrive sur la tête. Moi, ce qui m'a beaucoup frustrée aussi à l'époque, c'est que je me suis dit: «Mais moi, j'en ai, en fait, des personnes qui me semblent être, handicapées». Je sais que j'avais au moins 3 personnes qui avaient une endométriose, par exemple. J'avais une personne qui me semblait clairement avoir, un trouble autistique, mais, qui n'en parlait pas. Moi, je me suis dit: «En fait, si ces personnes-là, elles avaient envie de demander la RQTH, donc la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ce serait positif pour l'entreprise». Mais elle voyait pas forcément l'intérêt pour elle, en tout cas, de le faire. Donc il y a aussi cette frustration-là, c'est que toi, en tant qu'employeur, tu te dis, bah, il y en a peut-être aussi des gens dans ma boîte qui répondent en fait à ces exigences, mais j'en sais rien. Ouais, c'est vrai. Si à l'époque je t'avais connu, je me serais dit, bon, bah, je vais demander à Thomas de me trouver une personne qui peut travailler dans mon entreprise. Enfin, c'est quoi d'après toi la solution? Alors il y a plusieurs façons de faire. Déjà, vous avez des personnes qui deviennent handicapées. À partir de 50 ans, il y a une personne sur 2 qui subit les pathologies, les péripéties de la vie avec une paralysie physique ou mentale qui peut être temporaire ou permanente. C'est une sur 2, une sur 4 est en droit de demander une reconnaissance de travailleur handicapé. Et évidemment, avoir le droit, implicitement, de continuer à travailler dans l'entreprise avec des aménagements qui sont nécessaires, qui peuvent être demandés à la médecine du travail, en tout cas avoir un conseil de la médecine du travail, et puis ensuite l'ergothérapeute de la médecine du travail peut aussi aider. Je suis d'accord avec toi, mais bon, quand tu te dis, tiens, mon assistante, elle a l'air un petit peu autiste, je sens que c'est difficile pour elle, tu vas pas lui dire de but en blanc, dites-moi, je vous trouve un peu bizarre. Enfin, tu vois, c'est pas facile de dire à quelqu'un Bien sûr, qui veut c'est pas lui-même te le dire, en fait. c'est pour ça qu'il y a des sociétés qui nous demandent de le faire. Ça t'arrive ça, qu'on te demande ça? Souvent, des entreprises qui me disent: «Bah voilà, tiens, échange avec telle personne, on prend un café, voilà», et elle se livre parce que finalement, nous, on s'engage à ne rien dire, ne rien communiquer. Ouais, c'est en échange ouvert, Voilà, la personne, elle a la parole libre, voilà, elle dit ce qu'elle pense et puis ensuite nous, on lui conseille en fonction de ça, dans son en fonction intérêt. de son intérêt, oui. Mais son intérêt, c'est la plupart du temps, c'est les mêmes que l'intérêt de l'entreprise. Parce que l'intérêt de Bien sûr. l'entreprise, c'est que la personne, elle se sente le mieux possible pour qu'elle puisse, travailler dans des bonnes conditions, qu'elle continue à être motivée, qu'elle poursuive sa vie dans l'entreprise de la façon la plus naturelle possible. Donc en fait, l'intérêt, c'est le même pour tout le monde. Ah oui, ça, c'est Mais sûr. par contre, c'est toujours une étape supplémentaire parce qu'on ne sait pas, on connaît pas, personne ne connaît. Moi, quand j'ai fait moi-même ma reconnaissance, je connaissais pas tout ça. Ma mère, elle me disait, mais non, Thomas, t'es pas handicapé, parce que pour elle, personne handicapée, c'était soit une personne en fauteuil roulant, soit une personne qui avait un handicap mental lourd, comme par exemple des personnes trisomiques, etc. En fait, ça fait peur le mot handicap Exactement, et on essaye de le repousser au maximum, alors que parfois ça peut être au contraire, une façon d'avancer dans la vie, en fait, de le reconnaître. exactement. Et la deuxième solution, quand par exemple vous n'avez pas de personnes qui vous semblent en situation de handicap, vous pouvez en recruter.
Alors justement, Thomas, le recrutement d'une personne handicapée, nous, on est donc en crèche, hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas possible, dont je fais partie. C'est-à-dire que quand j'étais, plus jeune, quand j'ai démarré dans le secteur, je me disais: «Dommage, hein, mais bon, en crèche, tu peux pas, quoi, travailler avec un handicap auprès des jeunes enfants, c'est trop compliqué, on aimerait bien». On a tous, en général, dans le secteur de la petite enfance, on a quand même des idéaux, sociaux et on a envie, quoi, de faire, ce genre de projet. Mais on a l'impression quand même que c'est difficile. Alors qu'en fait, bon, il y a quelques crèches très à la marge quand même, un très petit nombre, mais il y en a qui embauchent des travailleurs handicapés auprès des enfants sur le terrain. Et puis ensuite, il y a aussi les personnels de gestion, les personnels plus administratifs qui naviguent autour du terrain, ou les personnels techniques qui ne s'occupent pas vraiment des enfants, mais plutôt de la structure. Comment trouver le bon poste? Est-ce qu'effectivement, le poste administratif, c'est un peu la solution dans nos secteurs de crèche? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je le vois avec les CV que je reçois, je vois des personnes qui travaillent en crèche, beaucoup qui travaillent en crèche parce que dans le handicap, souvent, on s'occupe de vous et les personnes handicapées, elles se sentent quelque part redevables des soins qu'on leur apporte. Et elles ont à leur tour envie d'aider. Et en fait, les métiers de la crèche, c'est idéal pour ça. C'est s'occuper de l'autre. C'est avoir le soin pour l'autre. Et ils sont très bons parce que comme on leur a montré beaucoup d'attention, ils comprennent l'effort que ça demande et ils souhaitent le faire à leur tour auprès des autres. Et ce comportement, on le voit à la fois pour les crèches et à la fois pour les maisons de retraite, avec toujours ce souci du bien-être de l'autre. Par exemple, ça peut être donc sur les métiers directement des personnes qui s'occupent des jeunes enfants. Et puis ensuite, ça peut être dans les services centraux. Par exemple, nous, on a des clients qui, par exemple, pour leur informatique ou pour les factures, pour l'administratif, nous confient un certain nombre d'heures de prestations que l'on fait avec des travailleurs handicapés que nous, on peut ensuite mutualiser avec d'autres micro-entreprises ou petites entreprises. Parce que faire une prestation de chez nous avec une personne handicapée, c'est équivalent à l'avoir embauché directement. Pour la taxe, en tout cas, enfin pour la reconnaissance qu'on a bien les 6%. Nous, on peut l'occuper, on peut bien l'encadrer, on peut l'occuper à 100% avec d'autres contrats que l'on a. Ouais, l'avantage, c'est qu'en fait, c'est vous, chez Innovanco, qui avez en fait cette répartition du travail. C'est-à-dire que si j'ai besoin, par exemple, d'une assistante pour 2 jours par semaine, toi, tu vas pouvoir lui donner du travail pour 5 jours par semaine avec d'autres employeurs. C'est ça. Et par ailleurs, tu vas aussi pouvoir faire un peu tampon, entre guillemets, si bah, moi, en tant que chef d'entreprise, peut-être que je ne sais pas trop comment m'adapter à la personnalité de cet autiste, par exemple, si je prends le cas de l'autisme. Toi, tu vas pouvoir arrondir les angles, entre guillemets, et l'aider à se sentir mieux dans ce travail. On a un agrément d'État qui s'appelle une entreprise adaptée, qui nous permet en fait d'avoir une structure sociale d'accompagnement. On a un psychologue, hein, on peut appeler régulièrement, on a une assistance sociale, on a une chargée d'insertion. Ces personnes-là, elles gravitent autour de nos salariés. Ouais, il y a tout un cadre autour du salarié. Exactement. Et là, on va de fait plus loin que sur une embauche Que si classique. je suis toute seule avec lui, en fait. Exactement. C'est une vraie aide. En fait, en passant par l'entreprise adaptée, je bénéficie de tout ce service. Vous savez, nous, nos collaborateurs, tous les jours, ils ont un échange avec notre chargé d'insertion, qui en fait est là pour essayer de résoudre leurs problèmes personnels, les problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans l'entreprise, pour les garder motivés, quand des fois ils se retrouvent en difficulté, et puis ensuite d'échanger après avec nos clients sur comment mieux faire, comment peut-être travailler un petit peu différemment. Alors, c'est hyper riche parce qu'en fait, si je fais appel à toi quelque part, je vais avoir à la fois un salarié ultra motivé qui est hyper content qu'on lui donne sa chance. Et en plus, j'ai bah, tout ce cadre autour de lui qui vient m'aider à le manager et à l'inclure. Donc, c'est un peu idéal comme situation. C'est idéal et c'est ce que moi, par exemple, quand j'étais salarié, je pensais que l'entreprise classique qui m'employait pouvait me donner au niveau grâce à ses ressources humaines. Mais en fin de compte, on est tous débordés. Tous les directeurs sont débordés, ce qui est normal, et n'ont pas forcément ce temps. Donc ils ont souvent l'envie de travailler sur de l'inclusion, sur de la diversité, sur comment faire travailler finalement toute la population qui est autour de ma structure. Mais je manque de temps, je manque d'énergie. Et c'est pour ça qu'on leur dit,
que si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'énergie, on peut quand même le faire. Simplement, il délègue cette partie d'accompagnement et ensuite, peut-être au bout d'un an, imaginer, une intégration quand la personne sera, on va dire, n'aura peut-être moins besoin de nous et que, on aura transféré finalement ce travail Ouais, c'est une progressivement, embauche progressive. Après, on n'a plus besoin. exactement, une embauche progressive qui se fait, étape par étape. Et toi, ça te permet de continuer avec d'autres personnes et de pouvoir élargir le nombre de personnes impactées. Exactement. Donc c'est pour ça que des façons de travailler avec des personnes, en situation de handicap, il y en a beaucoup, qui ne nécessitent pas une énergie, folle, ni, déstructurer son organisation. Si c'est pas fait, c'est parce que on ne pense pas forcément à une personne handicapée quand on fait, une embauche, alors qu'en fait on se prive de beaucoup de compétences, de beaucoup de motivation et de gens qui seront généralement très fidèles. Ouais, ça c'est vrai. Et parce qu'une personne handicapée, chaque nouvelle mission, nouveau travail, c'est un vrai challenge, c'est un vrai défi, c'est difficile. Donc une fois qu'on a passé cette période difficile et qu'on est bien, qu'on finalement on a atteint un peu sa zone de confort, on n'a pas envie de changer. Bah oui, oui, oui. Et même si des fois les horaires sont compliqués, hein, nous on a des personnes qui par exemple, travaillent le soir, le week-end et cetera, elles sont là parce qu'elles ont passé en fait, ces étapes compliquées. Elles ont pas envie de les revivre à nouveau. Ouais, ouais, c'est un vrai engagement en fait. Et c'est cet engagement justement, tu vois, qui nous manque aujourd'hui. Surtout, en tout cas, nous, dans notre secteur, les crèches, on regrette vraiment le manque d'engagement des personnes. Alors, il y en a qui disent c'est la nouvelle génération. Il y en a qui disent c'est à cause du Covid. Bon, tout le monde a un peu son discours sur le sujet, mais bon, c'est vrai qu'on se dit il y a beaucoup de turnover dans beaucoup de domaines, hein, pas que dans les crèches, mais en tout cas dans les crèches. Et c'est difficile de pouvoir investir sur une personne et avoir l'impression que ça va être durable. En fait, souvent, on se dit, bah, j'investis en formant quelqu'un, mais dans 6 mois, elle sera plus là. Et c'est frustrant, en fait, de s'investir auprès de quelqu'un. Moi, en tout cas, personnellement, je trouve ça hyper dur quand tu t'es investi avec une personne. Moi, je m'investis pas que techniquement, je m'investis humainement, je crée du lien. Et la personne, quand elle s'en va, ça me fait toujours très mal. Et en fait, là, ce que tu dis, c'est que avec ces salariés-là, eux aussi s'engagent énormément parce qu'ils font l'effort en fait de passer ce cap, de s'inclure, de s'adapter. Il y a un réel engagement. Je pense qu'on peut résumer les différents intérêts. Donc, le premier intérêt qu'on a cité, c'est le fait de pouvoir économiser cette horrible taxe qui est quand même, qui peut être très lourde, puisque je te dis, moi, le jour où je l'ai reçue, c'était plus de 30 000 euros. Est-ce qu'il y a des aides d'ailleurs à l'embauche ou à l'emploi qui viennent se rajouter à cet intérêt financier? C'est quoi les aides? Ça évolue selon le gouvernement. Mais en général, ça te coûte un petit peu moins cher que le salarié standard? C'est l'AGEFIP qui propose des aides. L'AGEFIP, c'est la même caisse qui collecte les taxes, qui ensuite reverse pour, l'intégration, des personnes handicapées Donc dans ça peut être quoi? Une aide à l'embauche, ce genre de choses? des aides à l'embauche, des aides à financer, par exemple, le tuteur durant, les heures de formation, durant les 3 premiers mois. Tuteur de l'entreprise, quelqu'un qui vient expliquer le travail. Les heures qui passent, elles sont remboursées par l'AGEFIP. Donc ça, c'est les aides d'intégration. Ensuite, il y a les aides de maintien dans l'emploi. Donc là, c'est avec la médecine du travail et maintenant, c'est une compétence de France Travail qui avant était une compétence de Cap Emploi qui s'occupe d'évaluer, comment bien continuer à travailler avec la personne. Si j'ai besoin d'investir en fait dans du matériel ou des choses coûteuses, Il y a pas que le matériel, il y a aussi le fait que, peut-être qu'elle a besoin, de congés, supplémentaires parce qu'elle est fatiguée et cetera. Toutes les heures, non travaillées, les heures, où elle doit voir son médecin et cetera, c'est aussi des choses à réfléchir. il y a plein d'aides qui peuvent être possibles en fait. Et en fait, il y a plein de réflexions. Ce que tu dis, c'est que selon le cas et la période, on va trouver des solutions. Du moment qu'on se penche dessus, en fait, il y a des solutions qui sont proposées, mais voilà, il faut s'y pencher, il faut prendre l'opportunité en fait de se dire, bon ben voilà, j'ai quand même France Travail, j'ai quand même la GFIP, j'ai toutes ces bonnes volontés derrière. Donc, si je fais appel, l'avantage aussi de faire appel à toi ou à une autre entreprise adaptée, c'est qu'elle nous aide à mener toutes ces démarches sans douleur, entre guillemets, puisque Nous, on a des formations, tous les 6 mois, hein, sur la nouvelle législation, sur, même nous, comment, mieux connaître, tel handicap, qui en fonction du handicap, quelles sont, les aides, quels sont, les aménagements, comment mieux les accompagner. Tout ça se fait par rapport,
aux recherches qui sont faites sur chaque pathologie. Du coup, toi, tu vas tout de suite pouvoir nous répondre sur les différents dispositifs et ce qu'on doit mettre en place. Donc financièrement, je crois que l'intérêt, il est clair, hein, surtout que des entreprises de plus de 20 salariés, il y en a beaucoup. Et les 50 tolérances, ils passent très vite. Et c'est vrai, je le redis, quand tu reçois la taxe de but en blanc, tu t'y attends pas et ça te fait un sacré coup de massue. Puis après, c'est durable, hein. Tous les ans, ça revient et il y a en plus des pénalités, des surcontributions qui sont énormes. Alors après, l'intérêt plus humain, l'intérêt vraiment pour le travail et l'entreprise, je pense qu'il est peut-être encore plus important que l'intérêt financier. Tu en as déjà parlé un petit peu, mais je pense que tu peux encore en dire plus. La personne, elle va être très motivée, reconnaissante quelque part de qu'on lui a enfin donné sa chance. C'est quelqu'un qui va s'engager et probablement son handicap ne vient pas en contradiction avec ses compétences, sa formation, enfin par rapport au poste proposé. Bien sûr. Je sais qu'une fois, par exemple, tu m'avais parlé du fait que la personne, peut-être qu'en fait, si c'est une personne qui a un trouble autistique, elle va avoir besoin de rester chez elle. Donc, si on la force à venir au bureau, ça va peut-être venir la bloquer. Est-ce que c'est un exemple que tu peux développer? Une personne de trouble autistique, on peut se braquer, mais une personne autiste, elle a toujours besoin d'avoir un contact humain. Elle a pas besoin d'avoir des amis, mais elle a besoin d'avoir du contact humain. Et c'est difficile pour une personne autiste de vivre seule. Ouais. En fait, c'est difficile parce qu'il n'y a pas 2 personnes vraiment qui ont les mêmes Oui, pathologies. c'est ça. En fait, il faut s'adapter selon le cas. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que dans les entreprises de moins de 20 personnes, c'est une partie de nos clients. Parce que même s'ils sont pas soumis à une obligation légale, ils ont une envie en fait d'avoir des collaborateurs stables dans la durée, pas forcément des fortes têtes qui veulent rentrer en conflit, etc. Souvent, vous savez, les personnes handicapées, c'est des personnes calmes, des personnes qui ont beaucoup souffert par la vie, qui savent à quel point la vie c'est difficile, qui veulent pas tout révolutionner, qui veulent pas tout changer, qui veulent juste faire ce qu'on attend d'elles, de le faire bien, d'avoir une satisfaction du travail bien fait, et puis c'est tout. Bah là, tu as tout dit, hein. Voilà, et d'avoir une vie tranquille, d'avoir une vie où on ne cherche pas à évoluer, on cherche surtout en fait à avoir une tranquillité, une sérénité et puis une zone de confort. Et une fois qu'on l'a atteint, on va plus en changer. Je donne un exemple. Ma mère, elle travaillait comme secrétaire pendant 41 ans. Elle a travaillé dans la même entreprise, au même poste. Et quand elle a voulu changer de poste dans cette entreprise, elle ne s'y est pas plu, elle est revenue à son poste d'avant. C'est ça une personne autiste. Et c'est d'une manière générale, dans le handicap, c'est un peu la même chose. Oui, c'est plus simple, en fait. C'est ça que tu veux dire. On se prend moins la tête. Mais oui, c'est beaucoup plus simple. Mais ça, c'est énorme, tu sais, pour nous, les employeurs. Parce que, en fait, pour une personne handicapée, on sait très bien que pour un employeur, on n'est pas forcément, en tout cas aujourd'hui, le premier choix. On essaye de lui rendre la vie facile pour finalement dire, bah ok, tu m'as fait confiance, on va te montrer tous les jours, et pas que pendant la période d'essai, mais après 1 an, après 10 ans, que tu as fait le bon choix. Tu sais, moi, je mets en avant l'intérêt financier pour convaincre mes collègues, mes confrères. Mais en vrai, je suis tout à fait convaincue et je pense que dès qu'on peut, il faut embaucher son premier salarié qui a une RQTH. Je pense que c'est l'avenir. En plus, tu sais que en ce moment, c'est quand même au devant de la scène. On sait que les choses, elles évoluent. Comme tu disais, il y a encore 15 ans, on parlait pas tellement, enfin aussi bien, aussi précisément du handicap, on en parlait peu. Aujourd'hui, il y a une volonté quand même de faire émerger les invisibilités, les personnes vulnérables et d'inclure un maximum toutes ces personnes. Toi, tu vois la différence quand même? Je vois la différence parce que nous, notre créneau, c'était de sortir des métiers traditionnels dans lesquels on était associés. Oui, vous étiez un peu cantonné. Souvent, on pense à nous pour les espaces verts, pour le nettoyage, pour le reconditionnement, mais pour tous les métiers d'aujourd'hui, les métiers notamment, on s'occupe des autres comme les autres s'occupent de nous. On pense pas forcément à nous, alors que en fait, c'est des métiers sur lesquels il y a beaucoup de personnes qui se forment, il y a beaucoup de personnes qui étudient, il y a beaucoup de personnes qui ensuite travaillent. C'est ça qu'on essaye de faire depuis 11 ans. Et effectivement, il y a une prise en compte qui est beaucoup plus grande aujourd'hui de l'ensemble de la société, des employeurs, qui nous voient vraiment comme à part entière, hein, comme faisant partie de l'entreprise et de la société. Maintenant, il y a encore pour nous beaucoup de travail
parce que, comme je le disais, hein, des personnes qui nous appellent tous les jours, on en a beaucoup, des gens qui sont très compétents, qui ont plein de bonne volonté, qui savent pas des fois comment bien postuler, comment souvent on me demande est-ce qu'il faut parler de mon handicap, est-ce qu'il faut le mettre sur le CV, etc. Donc il y a toujours encore une zone où c'est pas tout n'est pas acquis, tout n'est pas encore clair et tout est en progression. Tu vois quand même, ouais, que ça progresse. Ça progresse, mais Il y a encore du boulot. il y a encore énormément de boulot. Qu'est-ce que tu as pensé des JOP cette année, en année 2024? Comment tu as vécu cette mise en avant, du handisport? Bah, moi, je trouve ça formidable. Après, moi, étant handicapé, je les suis régulièrement, hein, tous les 4 ans. Mais là, j'ai eu l'impression que c'était quand même plus promu, enfin plus visible. Oui, bien sûr, c'est plus promu et beaucoup de sensibilisation qui avait été faite partout en France avec la flamme paralympique, avec une cérémonie d'ouverture et de clôture qui était magnifique. Magnifique. Donc ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup à finalement à se dire, bah regardez en fait, tout est possible, hein. On sait courir le 100 mètres en 10 secondes 5. Incroyable, ouais. C'est voilà, on sait nager, pas aussi vite évidemment que Léon Marchand, mais J'ai assisté, à l'athlétisme et c'est vrai que les voir courir, à cette allure, c'est incroyable. c'est incroyable. Moi qui suis aussi les championnats du monde paralympiques, etc., on le voit tout ça. On voit que c'est incroyable en fait, tout ce qu'on peut faire quand on nous donne notre chance. Une force incroyable. Moi, je trouve ça formidable. Je trouve qu'effectivement, ça nous aide beaucoup. Oui, il y a eu un avant-après, je trouve, en France en tout Ça cas. nous aide énormément. Ça nous aide énormément au quotidien et ça a libéré beaucoup de conscience. Beaucoup de conscience, oui, je suis d'accord avec toi. Est-ce que vous êtes nombreux? Est-ce que tu as beaucoup de confrères en entreprise adaptée comme ça? Moi, j'en ai vu 2 ou 3 dans les réseaux, entrepreneurs, mais bon, tu te sens ou soutenu? Vous vous consultez? Vous vous serrez les coudes entre entreprises adaptées? Vous travaillez ensemble? Il y a une fédération? Enfin, comment ça se passe? Alors oui, il y a des fédérations, on se voit régulièrement. On essaye, oui, de s'entraider quand on a des affinités les uns avec les autres. C'est l'économie sociale et solidaire. On essaye surtout d'avoir cette parole qui soit portée au niveau national pour nous aider en fait à être plus visible. Plus visible, ouais, il faut que tu passes sur plein de podcasts, Thomas. Par exemple, des ministres, des députés ou des sénateurs handicapés, il y en a pas beaucoup Non. et surtout engagés. C'est ça qui nous manque, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de personnes, handicapées, on a besoin de personnes qui portent le sujet du handicap. Ouais, il y en a, je sais pas si tu connais, Mathilde Cabanis et Caroline Fruchot, par exemple, sur LinkedIn, qui publient énormément. Je trouve ça génial, quoi, leurs posts, sur le handicap. Oui, c'est ça qu'on a besoin, c'est d'avoir, une présence, médiatique qui soit, plus importante et on prend toute bonne volonté. Certaines prennent la cause, par exemple, des femmes, la cause LGBT. La cause du handicap, c'est une cause qui malheureusement n'est pas assez portée et c'est vrai que toute initiative est bonne à prendre. Alors pour, Innov & Co, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette nouvelle année, 2025, hein? À l'heure où je t'interviewe, on est en janvier 2025. Je sais que tu as eu pas mal d'épreuves, cette année. Tu as eu des problèmes de santé, opérations chirurgicales. Est-ce que l'entreprise, se porte bien? Est-ce que toi, tu te portes bien? Et c'est quoi qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025? Évidemment, il y a beaucoup d'événements anxiogènes dans la société, on voit, hein, mais nous on n'attend pas que l'orage passe. On apprend à danser sous la pluie. La vie pour nous, elle est pas plus difficile il y a 10 ans que cette année, que l'année prochaine. Elle est difficile. Pour nous, la vie, c'est une épreuve. C'est souvent une souffrance de la première à la dernière minute. Mais c'est pas pour autant qu'on ne doit pas la vivre, qu'on ne doit pas bien la vivre et qu'on ne doit pas se battre pour mieux la vivre. Et c'est ce qu'on fait. Généralement, personnes handicapées, c'est des battantes. Elles ont envie de s'en sortir. Des fois, elles ont besoin qu'on leur tende la main pour s'en sortir. Mais il y a toujours cette volonté d'aller plus loin que ce qui arrive et de toujours essayer de faire mieux, de se fixer de nouveaux challenges et encore plus vivre sa vie. Une personne handicapée, souvent, à cause du handicap, elle peut pas faire autant de choses qu'une personne non handicapée. Et donc, nous, on essaye tout le temps d'avoir la vie de tout le monde. Et ça, pour nous, d'avoir la vie de tout le monde, c'est un bonheur. Là où d'autres personnes essayent d'avoir plus, nous, on essaye déjà d'avoir la même chose que les autres. Et ça fait notre bonheur. C'est un beau message déjà, hein?
Le bonheur pour nous, c'est déjà l'absence du malheur. C'est pas essayer de chercher, autre chose tout le temps. C'est déjà essayer de profiter de tous les moments pour lesquels notre corps nous donne un répit, nous permet de vivre. Il y a des moments où, notre corps nous dit: «Ben là tu ne peux malheureusement pas, être bien». Alors quand, ces zones passent, on se satisfait, pleinement de ces accalmies et on essaye de les vivre au mieux. C'est notre philosophie de vie. C'est une philosophie qui est plus simple, où on essaye de profiter des petits bonheurs de la vie. Thomas, j'ai encore 2 questions à te poser. Ma première question, c'est pour mes auditeurs qui sont souvent dans la petite enfance. S'ils veulent avancer, comment ils peuvent faire appel à tes services? C'est par ton site internet, par, LinkedIn? Par mon site internet, par mon LinkedIn, en tapant, Innov & Co, handicap, sur Google. Alors ça, on va mettre tous les liens de ton entreprise sur les notes de l'épisode. Donc j'invite les auditeurs, s'ils veulent faire cette démarche, à t'appeler, à faire appel à toi, parce que je pense que tu es vraiment la bonne personne pour mettre cette démarche en route. Et donc toi, après, une fois qu'on t'a donné notre cahier des charges, qu'on t'a dit, voilà, moi je veux me lancer dans cette démarche, j'ai tel poste, etc., tu vas essayer de trouver, de matcher en fait avec la bonne personne et d'accompagner l'intégration de cette personne dans l'entreprise, hein. J'ai bien tout compris? Oui. Eh bah, écoute, je vais te poser ma deuxième question. La première fois que je t'ai rencontré, je t'ai écouté parler, c'était une petite conférence que tu donnais à un groupe d'entrepreneurs. C'était passionnant. Tu parlais de ton expérience de vie et de ton engagement pour l'inclusion sociale. Et tu avais dit que c'était un effort énorme pour toi de parler en public comme ça. Donc, je voulais te demander si aujourd'hui, le fait de parler sur le podcast, c'était difficile ou pas. Comment tu l'as vécu, cette interview? Oui, c'est toujours difficile, mais T'as l'habitude? je commence à avoir l'habitude, donc ça m'enlève une partie de la difficulté. Après, c'est un effort qui fera que je me coucherai, plus tôt, ce soir. Avec quand même le sentiment d'avoir accompli une mission. Je trouve que ce podcast et tout ce que tu fais, je trouve ça génial. Moi, personnellement, quand je lis, par exemple, ce que toi tu publies sur LinkedIn, j'apprends énormément. Pas que sur le secteur de la petite enfance, mais aussi sur, comment tu as réfléchi par rapport à toutes les difficultés que tu rencontres, que tu as rencontrées et tout ce que tu as mis en place, pour pallier à ces difficultés-là. Et c'est vrai que quand on n'est pas, entrepreneur, dirigeant, on se rend pas forcément compte de tous les problèmes, toutes les questions que soulève, la gestion d'une entreprise, la gestion humaine, toute l'adversité finalement qu'on rencontre. On nous demande d'être, finalement des moutons à 5 pattes, capables de relever, tous les défis et en n'imaginant pas, 10 de tout ce qu'on traverse au quotidien. Ce que tu dis, tu sais, ça me touche énormément, Thomas, parce que je suis pas porteur de handicap et pourtant, je trouve que effectivement, il y a des moments de grande souffrance. C'est très difficile de diriger, de soutenir, d'avoir la bonne attitude, d'essuyer les échecs, de supporter la pression. Et en fait, je me dis, mais déjà, quand je vois comment moi je réagis aux difficultés et à quel point ça peut être difficile, certains matins, certains jours, certaines soirées, je me dis, mais alors, si en plus je devais vivre ça avec un autisme ou autre handicap, j'arrive même pas à imaginer en fait. Donc je suis assez touchée d'entendre tout ce que tu dis et je te remercie vraiment pour ton témoignage. J'espère que ça va donner envie à des auditeurs de faire appel à ton entreprise pour inclure ne serait-ce qu'une personne de plus et on n'aura pas fait tout ça pour rien. Donc je mettrai toutes tes coordonnées dans les notes de l'épisode et puis peut-être que tu reviendras dans un prochain épisode pour en reparler. Est-ce que tu pourras me donner peut-être les coordonnées d'une entreprise de crèche que tu connais qui a déjà des salariés porteurs de handicap sur ces terrains? Et comme ça, on fera une interview sur ce que ça donne concrètement in situ. Et oui, Eh bien, génial. Alors Thomas, je te remercie beaucoup merci beaucoup. et je te dis très bonne année 2025 et à la prochaine. Toi aussi, merci. Salut Thomas. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Parle-en autour de toi et surtout laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. À la semaine prochaine.